Chère Madame de Rougemont, Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, chers amis, bonsoir. L'Institut national genevois et la Société genevoise des écrivains ont le plaisir de vous accueillir ce soir. Denis de Rougemont était membre de la Société genevoise des écrivains. Ce soir, nous avons voulu lui rendre hommage. Il nous a semblé que sa connaissance du passé l'avait amené à suggérer des solutions originales pour l'avenir. Oui, c'est cela que nous avons pensé. L'avenir ce soir est représenté par une jeune flûtiste qui nous a fait le plaisir, qui nous fait le plaisir, qui nous fera le plaisir de venir jouer en hommage pour Denis de Rougemont. Merci, Yantra Petrov. Merci une fois encore, Yantra. Merci surtout à vous tous qui êtes venus ce soir. Mais puisque nous sommes dans les remerciements, je tiens particulièrement à remercier le professeur Starobinski et le professeur Sidjanski qui ont bien connu Denis Rougemont et qui ont voulu, par amitié, venir témoigner ce soir. Je vous laisse la parole. J'ai souhaité surtout vous parler ce soir de l'écrivain Denis de Rougemont, mais je ne voudrais pas simplement me borner à une analyse de type littéraire. Rien ne serait plus contraire à l'esprit de Denis de Rougemont que de séjourner en littérature. J'aimerais faire un bout de chemin avec vous à partir de certains textes de jeunesse et jusqu'à certains textes plus proches de nous, de façon à le saisir dans son mouvement. Rien n'est plus révélateur, en effet, que les textes d'extrême jeunesse et les premiers essais d'un écrivain. Qui trouve-t-on? Bien sûr, tout d'abord, et chez tous, ou presque tous, la présence des
auteurs admirés. On le voit tributaire, certes, de ceux qu'il respecte, mais déjà esquissant les gestes, le style, les idées qui constitueront son originalité, sa manière personnelle, et qui bientôt le feront congédier les maîtres dont il aura reconnu qu'ils n'ont plus rien à lui apprendre. Eh bien, j'avais sous les yeux récemment un texte intitulé « Confession tendancieuse » que les Cahiers du mois, publiés chez Émile Paul à Paris, ont fait paraître à la fin de l'année 1926, dans leur fascicule intitulé « Examen de conscience ». Denis de Rougemont avait tout juste 20 ans. Écoutez ce jeune homme. Écrire, pas plus que vivre, n'est de nos jours un art d'agrément. Nous sommes devenus si savants sur nous-mêmes et si craintifs en même temps, si jaloux de ne pas nous déformer artificiellement. Nous comprenons que nos œuvres, si elles furent faites à l'image de notre esprit, le lui rendent bien dans la suite. C'est peut-être pourquoi nous accordons voix dans le débat d'écrire aux forces les plus secrètes de notre être comme aux calculs les plus rusés. Nous choisissons les idées comme on choisit un amour dont on est anxieux de prévoir l'influence avant de s'y jeter et dont on craint de ressortir trop différent. Amour de soi qui nous tourmente obscurément et nous obsède de crainte et de réticence dont nous ne comprenons pas toujours l'objet. Peur de perdre le fil de la conscience de soi, peur de subir l'empreinte imprévisible des choses. Amour de soi, mais moi, qui suis-je? Eh bien, un peu plus loin, Denis de Rougemont ajoute avec un rien de gouaille « Je suis beaucoup de personnages, faudrait choisir. Vous me direz qui je suis, mes amis, quel est le vrai ?» Il me propose 20 visages que je puis à peine reconnaître. Mais moi, qui suis-je? C'est presque textuellement la question que se pose Rousseau au début de ses rêveries, c'est-à-dire dans le moment de sa vie où la solitude se fait plus complète. Et ces 20 visages renvoyés par les amis, cette incertitude sur la véritable identité, n'est-ce pas le fait d'un jeune homme qui aurait beaucoup lu Gide, qui l'aurait lu passionnément et qui se serait laissé prendre au jeu compliqué de l'introspection, mais d'une introspection où le moi chercherait à s'atteindre par la bande, en ricochant astucieusement sur la présence et les regards des autres? Eh bien, non. D'entrée, vous l'avez entendu, Rougemont exclut toute gratuité. Écrire pas plus que vivre n'est de nos jours un art d'agrément. Sa phrase initiale, admirable de netteté, est une négation, un refus résolu, un refus de l'esthétisme. Écrire pas plus que vivre n'est de nos jours un art d'agrément. Voilà comment on s'engage en littérature en congédiant les petits jeux esthétiques. Et je retiens dès cet essai, qui est l'un des premiers, la réussite de l'attaque du texte, la décision qui marque le premier pas, la première phrase qui ouvre et qui affirme une présence. Et puis, après le « qui suis-je » qui se réfléchissait sur l'insaisissable vérité intérieure, Rougemont opère une volte, et il sera très familier de ces voltes à 180 degrés pour regarder dans une autre direction. Une nouvelle attaque de paragraphe déclare « Reste le monde, les choses, les faits, la vie, comme ils disent. » Ainsi, vous le voyez, après l'esquisse d'un mouvement d'introversion, un énergique mouvement vers le dehors, un énergique mouvement d'extraversion constitue le second temps et d'une façon qui guidera la réflexion de ce texte de manière soutenue.
L'attention à soi-même a bien eu son moment, son temps au début. Mais Rougemont, dès la 20e année, sait qu'on ne peut pas s'en tenir là, qu'on ne peut pas s'en tenir à soi tout seul. Pour se sauver, il faut se quitter. La question de la foi, qui ne peut manquer de se poser à ce moment, à ce jeune homme, mais aussitôt l'être en mouvement. Je crois qu'il ne faut pas attendre immobile dans sa prière qu'une révélation vienne chercher l'âme qui se sent misérable. Je ne recevrai pas une foi, mais peut-être arriverai-je à la vouloir, et c'est le tout. Vouloir est un des mots que Rougemont prononcera souvent lorsqu'il s'agira d'autres valeurs encore, lorsqu'il s'agira par exemple plus récemment de l'Europe ou du salut de la terre vivante. Et dès ce texte, vous voyez Rougemont récuser attentisme et passivité. La notion qui s'impose est agir, et il va suivre le même ordre. Agir sur moi d'abord, une action réfléchie. Mais il est encore une fois ici impossible de s'en tenir là, de s'en tenir à ce geste réfléchi. Il faut se tourner vers l'extérieur. Et plus bas dans le texte, la réflexion suivant son cours, on lit « Et demain peut-être agir dans le monde si je m'en suis rendu digne. L'époque nous veut comme elle veut une conscience. » Voilà, je crois, qui est extrêmement important. Le texte commençait par évoquer la conscience de soi, et voici que s'y ajoute, mais sans la supplanter, la conscience qu'attend le monde. Je dois devenir la conscience du monde. Et Rougemont de continuer, après avoir écrit « L'époque nous veut comme elle veut une conscience », je fais partie d'un ensemble social et dans la mesure où j'en dépends, je me dois de m'employer à sa sauvegarde ou à sa transformation. Vous voyez ici quelque chose qui est un véritable projet d'existence. Et la conséquence en sera, dans les dernières lignes de cette confession, un congé à l'idée même d'une littérature de confession, d'une écriture de soi, comme on dit aujourd'hui. Je vais écrire autre chose que moi. Je vais m'oublier, me perdre dans une vie nouvelle. Créer, c'est se surpasser. Eh bien, vraiment, dans ces lignes, on lit un projet d'existence et d'écriture pour la sauvegarde et la transformation de la communauté. Projet que Rougemont n'a jamais renié, jamais abandonné, et qui caractérisera tout ensemble son emploi du « je », de la première personne du singulier, et son souci du monde à travers toute son œuvre. Rougemont a tenu journal très tôt, comme beaucoup de Suisses romans, ajoutera-t-on. Oui, mais c'est un journal d'un type bien particulier. Il ne me vient pas à l'idée de le ranger parmi les diaristes, comme on aime à dire, intimistes. Il nous en avertit quand il édite en 1968 son journal d'une époque. C'est un journal non intime. C'est le journal d'un témoin. Non pas donc un je scrutant le moi, un je replié sur son moi, mais un je, encore une fois, tourné vers le monde, réglant ses comptes certes avec lui-même, mais non sur la colonne du bilan affectif, de la vie privée. Il y va pour lui de toute autre chose, il y va d'un destin partagé et de la façon dont au jour le jour, c'est-à-dire dans l'inévitable incertitude, nous devons opposer au cours des choses, au cours du monde, des certitudes qu'il nous faut perpétuellement renouveler, reconquérir, reformuler en nous. Rougemont, présentant ses journaux non intimes en 1968, les offrant non comme la description objective d'un monde, mais plutôt comme le portrait d'une époque,
revendiquent leur forme littéraire comme l'expression même d'un choix philosophique. Permettez-moi de lire un passage de sa préface. « Or, dit-il, ce dosage de monde et de moi en tension peu souvent relâchée, cette interaction perpétuelle du témoignage et de l'écriture, il se trouve que cela correspond à une philosophie, à une morale, à une doctrine du civisme qui résulte de mes croyances les plus intimes, ou pour mieux dire, qui les révèle, car on ne sait finalement ce qu'on croit pour de vrai qu'en voyant ce qu'on fait pour de bon. » Et Rougemont, dans la suite de ce texte, de se définir à équidistance du bavardage littéraire et de l'activisme de l'action pour l'action. Aussi loin de l'infinie loquacité de l'individu qui implore ses droits, que du collectivisme sentencieux qui, tôt ou tard, viendra lui fermer le bec au nom de ses devoirs d'État, convaincu que la cité, avec un grand C, a pour but la personne, paradoxe d'une vocation qui distingue un homme de la masse et du même coup l'engage dans la communauté, j'étais fait pour écrire des journaux de cette espèce, chroniques des moments de présence à moi-même et au monde conjointement. Vous voyez que ce qui était écrit dans l'un des tout premiers textes de la 20e année redevient une vérité réaffirmée dans ce texte plus récent. Je dirais même que ce texte offre une clé générale, on appelle cela un passe, qui ouvre pour le lecteur l'une des plus précieuses voies d'accès vers ce qui constitue l'unité profonde de l'œuvre de Denis de Rougemont. Le sait-on suffisamment? Rougemont a été l'un des tout premiers à parler d'engagement des intellectuels. C'était au début des années 30 contre Binda, qui voulait que les clercs soient à l'écart de la communauté. Rougemont parlait d'engagement sans se faire d'illusions quant à l'influence que les écrivains pouvaient exercer concrètement sur le cours des événements. Loin de moi, dit-il en 1932, dans un cahier de revendications publié par la NRF, loin de moi la pensée que par des arguments, nous pourrons triompher d'autre chose que d'arguments. Mais sachant la difficulté d'un combat qui est celui de l'écrivain face à l'époque, Rougemont n'a pas consenti à se résigner. Parlant d'une révolution nécessaire, il se demande laquelle, ni celle des fascistes, ni celle de ce qu'il nomme un marxisme faux. Et avec qui la faire? Faute de mobiliser des masses, eh bien, il faut maintenir vive en soi-même une exigence impossible, une pesante contrainte de la foi, une pureté terrible et humble. Voilà ce qu'il écrit en 1932. Mais en 1946, dans sa conférence des rencontres internationales, qui est un peu l'acte inaugural de son activité européenne, Rougemont formulera de la même façon son appel final à l'action. Le mouvement de cette conférence, que je relisais récemment, va d'un constat lucide des ruines laissées par la guerre, du ravage dans les âmes, de la dégradation des âmes, de l'abaissement de l'Europe, mais ce mouvement, parti de là, aboutit à la résolution de relever un espoir, contre tout espoir, de désigner un but et d'agir contre tous les obstacles, en faveur d'une Europe fédérée, d'une Europe qu'il ne faut pas choyer et chérir parce qu'elle est notre patrie, mais parce qu'elle est nécessaire au monde. Il y a là, dirais-je, un trait de caractère, espoir et courage alors que tout semble désespéré, qui se transforme aussitôt en un trait de style que vous relèverez dans toutes les pages de Denis de Rougemont, qui est cette gravité devant un moment grave de l'histoire humaine et quelque chose d'allègre en dépit de la menace,
une espèce de joie combative. Ce que j'ai appelé une clé générale de sa pensée, en simplifiant un peu les choses, vaut aussi bien pour l'amour et l'Occident. On lit à la fin du post-scriptum de 1972 « Toute ma morale et toute mon érotique et toute ma politique tiennent en effet dans le principe de la composition des opposés et de la mise en tension des pôles contraires. La personne, source et fin de toute valeur morale, c'est l'homme libre et relié à la communauté par une vocation singulière, qui à la fois le distingue de la masse et le relie à la communauté, dans laquelle il est seul responsable de sa manière unique d'être avec tous. Il faudrait ici peser chacun des mots, chacun des termes, toute l'articulation de cette déclaration. Et il poursuit. Le couple est la cellule sociale originelle dont les forces constitutives sont deux êtres de lois singulières, différentes, mais qui choisissent de composer une union sans fusion, sans séparation et sans subordination. Cette expression, entre guillemets, est explicitée par ce qui suit, comme il est dit de l'union des deux natures en Jésus-Christ, cependant que le conflit d'éros et d'agapé anime leurs journées et leurs rêves, les deux êtres formant le couple. Enfin, la politique, qui est l'art d'aménager les relations humaines dans la cité, se réduit au fédéralisme, qui est l'art d'unir des communautés, là seulement où leur union seule peut sauver leur autonomie. Toute tentative d'éliminer l'un des deux pôles de ces tensions, de le confondre avec son opposé, de le réduire à la loi de l'autre, qu'il soit le plus fort ou le plus fin, par annexion ou colonisation, ou d'établir une subordination quelconque de l'un à l'autre, fonde et appelle l'État totalitaire et détruit à mes yeux l'intérêt de la vie. Pour parler d'une manière très générale, quant au sujet qui nous occupe, c'est détruire l'existence de l'amour essentiel. Voilà la réflexion après coup, beaucoup plus tard, de Rougemont sur l'un des livres capitaux de sa carrière d'écrivain. De ce livre qui fut un événement et qui suscita tant de discussions, Rougemont dit avec humour dans ce même post-scriptum, « Si j'avais pu mesurer vraiment l'étendue de mon ignorance, il n'y eût pas eu de livre, c'est certain, mais aux innocents les mains pleines. » Et il poursuit en disant qu'il a lu 3 fois plus sur le catharisme et sur l'amour courtois après avoir publié son livre qu'avant. Mais ce livre était le produit d'un enthousiasme, d'un élan, d'une espèce de transport intellectuel qui lui a fait écrire ce texte admirable en moins d'1 année. L'ambition du livre n'allait à rien de moins qu'à tenter de localiser, dans un moment de la civilisation, l'invention de l'amour-passion à partir de quelques lectures qui furent incitatrices, mais qu'il dépassa, le livre de Nygren sur Eros et Agapé, le livre de Rahn, La croisade contre le Graal. Et c'est ici que, dans cet hommage que je voudrais rendre à Denis de Rougemont, je vais discrètement m'introduire, car je ne pourrais terminer ce trop bref hommage sans procéder envers ce livre à ce que j'appellerais une reconnaissance de dette. Le livre avait paru l'année même où j'entrais à l'université. Et je me souviens d'un séminaire où Marcel Raymond nous l'avait montré, nous en avait parlé, un livre, disait-il, qui sonne le réveil matin. Et ce qui m'a fasciné dans ce livre, autant que le problème fondamental de l'ouvrage, c'était sa construction en forme de parcours, des sources chrétiennes ou manichéennes aux passions politiques de notre temps.
à cette espèce de transmutation démoniaque de l'amour-passion en passion nationaliste. Le trajet y était dessiné avec une vigueur, une finesse, une intelligence peu commune, et surtout l'on voyait surgir à chaque étape toute une série de ramifications qui indiquaient l'incidence du thème dans tous les domaines de la culture et des institutions. Et au passage, les plus sérieux problèmes de morale étaient mis en évidence et discutés avec un sérieux philosophique admirable. Et je dois confesser que très tôt, à mon tour de me confesser, l'idée de m'exercer à un même genre d'ouvrage était devenue pour moi comme une raison d'écrire. Comment nommer la méthode dont L'amour et l'Occident donnaient l'exemple ? Rougemont, qui écrivait hors de l'université, en toute liberté, avant que le débat de méthodologie critique ne sévisse, dans les années 50 et 60 surtout, Rougemont associait témérairement, librement, génialement, histoire religieuse, histoire des attitudes et des mentalités collectives, histoire littéraire, débat fondamental sur l'éthique, sur l'érotique, c'est-à-dire sur tous les problèmes de l'amour. C'était donc plus, bien davantage que de la simple histoire des idées, plus que de l'histoire thématique ou Stoffgeschichte, comme disaient Gundolf et les essayistes allemands. Par la suite, mes propres lectures de certaines études de Jung et Kérény, puis les ouvrages de Bachelard, ont constitué comme une sorte d'injection de rappel, ont apporté en tout cas du renfort à l'espèce d'émulation qu'avait suscité L'amour et l'Occident. Je voulais à mon tour tenter de déchiffrer notre époque à travers des thèmes culturels qui auraient contribué à la déterminer, à la configurer dans son caractère tragique. Ainsi, je m'étais imaginé un peu naïvement écrivant un livre sur les mythes de descente aux enfers. Descente aux enfers, souvent accomplie par les fondateurs de cités, comme Énée dans l'Énéide. Puis était venue l'entreprise assez vite ensablée d'un livre sur le masque et le démasquage, mais toujours prévalait ce modèle du parcours à travers des siècles et à travers des œuvres dont le modèle était donné par L'amour et l'Occident. Puis sont venus encore d'autres projets, d'autres rêves qui hantent encore mon imagination. Et toujours, l'organisation idéale du livre projeté se dessine, je dois l'avouer, selon le modèle des lignes de force qui structurent L'amour et l'Occident. C'est un modèle, dirais-je, dynamique, un style de propagation de la pensée qui envahit en quelque sorte le champ de la culture et qui associe une lecture des textes du passé et une interprétation du présent, une interpellation du lecteur sur son présent. Et je ne crois pas que ce modèle soit épuisé. Après tout, Rougemont en a le premier donné la preuve dans les textes sur l'amour qui font suite à L'amour et l'Occident, et aussi bien sur un mode différent dans 28 siècles d'Europe, qui se dispose aussi comme le parcours d'une idée à travers des textes cités. Les anciens ouvrages de Rougemont, parmi les apparaître, annonçaient des titres de romans. Peut-être quelques récits ont-ils été esquissés. Aucun, à ma connaissance, n'a paru. Pourquoi ? C'est que dans l'essai tel qu'il le pratiquait, il trouvait à s'exprimer lui-même tout entier, imagination incluse. L'essai lui offrait le lieu propice de l'affirmation personnelle, de la communication du savoir, d'une sorte d'invention poétique et surtout, face au monde, de l'exercice d'une responsabilité dont il se savait chargé et qu'il voulait éveiller chez d'autres, qu'il voulait partager avec d'autres. Quand le moment viendra, me semble-t-il, le moment est venu, de dénombrer les essayistes français de notre siècle, je suis convaincu que Denis de Rougemont, avec Roger Caillois, son ami, figurera parmi les plus grands. Mais à sa louange, on devra remarquer que la littérature
ne lui fut jamais un souci premier ou un but dernier. Et les gens de lettres, je pense à ceux de Paris en particulier, le lui ont bien fait payer. Lui qui maniait un si beau français, d'une touche si sûre, qui savait par cœur tant de poèmes, qui savait goûter leurs articulations, qui avait retenu tant de mots précis dans la bouche de ses amis. Il n'a jamais pris la plume, finalement, que pour surpasser la littérature en vue de ce qu'il faut bien nommer un salut, de ce qu'il nommait dans son texte de jeunesse une sauvegarde. Le salut de la communauté dont il est issu, et d'abord même cette communauté neuchâteloise dont il a si bien parlé dans sa suite neuchâteloise, le salut de notre pays, de notre Suisse, le salut de l'Europe, le salut de la terre vivante ou survivante. Pensez à L'avenir est notre affaire, son dernier grand livre. La question du salut personnel n'intervenant que par surcroît. Voilà ce que je voulais dire qu'il me paraissait nécessaire et urgent de dire pour reconnaître notre dette à tous envers Denis de Rougemont. Merci. S'il vous plaît, professeur Sejonsky. Pour ma part, je voudrais apporter un témoignage personnel et surtout témoigner de l'œuvre et de la pensée du grand Européen qui fut Denis de Rougemont. J'ai eu le privilège exceptionnel de collaborer et de suivre le parcours européen de Denis de Rougemont depuis 30 ans. Et je dois dire qu'à chaque étape, qu'à chaque dialogue que nous avons pu avoir, il m'a surpris à la fois par son originalité, par son esprit de créativité et d'invention. Il voyait le monde sous un angle tout à fait nouveau. Dans cette richesse de pensée et d'action, j'essaierai de dégager au fond quelques trames, et notamment celle que tout à l'heure le professeur Starobinsky a évoquée, c'est-à-dire le triptyque, comme il se plaisait à le dire, de la personne, du couple et du fédéralisme. La personne, l'homme libre, donc responsable, reconnu comme tel au sein d'une communauté. C'est l'apport du christianisme essentiellement. Le couple, dimension la plus réduite de l'union des personnes, autonomes, chacun se développant sa personnalité et la diversité à l'intérieur de cette harmonie du couple. Et enfin, le fédéralisme, cette diversité dans l'union, qui pour Denis de Rougemont était une méthode, était une approche au fond de la réalité, un style de l'organisation sociale. Il le répétait souvent, ne confiez jamais à une plus grande unité ce qui peut être fait dans une plus petite. Les compétences d'une commune, d'une région, d'une fédération européenne doivent être définies par la dimension des tâches à accomplir. À cette approche par le concret, il opposait l'État-nation, la centralisation dont l'exemple est la France. Et il mentionnait souvent l'incompréhension du fédéralisme, de l'esprit fédéraliste dont témoignaient notamment les Français. Il rappelait d'ailleurs la définition du Littré de 1865. Fédéralisme, nom masculin, néologisme, système, doctrine du gouvernement fédéraliste. Le fédéralisme, d'ailleurs, c'est une définition discutable, parce qu'il y a une certaine tautologie. Le fédéralisme était une des formes politiques les plus communes employées par les sauvages. Entre parenthèses, Chateaubriand. Pendant la Révolution, projet attribué aux Girondins de rompre l'unité nationale. C'est tout, dit Denis de Rougemont. Le fédéralisme est donc, pour ce dictionnaire, un système très employé chez les sauvages et une trahison de l'unité nationale. Son compte est réglé, mais je ne suis pas d'accord. Le fédéralisme me paraît être le grand problème du moment, sinon, hélas, celui qui est posé le plus souvent. Et il ajoutait, le fédéralisme, c'est l'autonomie des régions plus les ordinateurs. En 1948, dans l'Europe en jeu, et en 1979, dans les notes pour une éthique du fédéralisme,
Il définit les principes et les vertus du fédéralisme. D'ailleurs, c'est le seul ouvrage que je connaisse qui porte sur les principes du fédéralisme en dehors de celui de Proudhon. Et parmi ces principes, il y a notamment le renoncement à l'hégémonie, le renoncement à l'esprit du système, car fédérer, c'est réunir des éléments hétéroclites pour Denis de Rougemont. Le fédéralisme ne connaît pas de problème de minorité, car la qualité prime. Voilà au fond les principes. Sauvegarder leur qualité propre, tel est le but d'une fédération, pas la qualité propre des nations ou des États fédérés ou des régions fédérées. Le fédéralisme repose sur l'amour de la complexité. C'est le contraire de la simplification totalitaire dont on parlait tout à l'heure. Une fédération se forme de proche en proche par le moyen des personnes et des groupes. C'est le fédéralisme, au fond, d'en bas, qui monte vers le haut, et non pas le fédéralisme imposé, qui est, au fond, la décentralisation, un terme que Denis de Rougemont n'aimait pas employer. En dehors de ces principes, il y a aussi les vertus. C'est un peu le rappel de Montesquieu. Les vertus du fédéralisme avec la tolérance, c'est-à-dire l'acceptation de l'altérité de l'autre, la reconnaissance de l'autre, le fait de permettre à chacun de devenir soi-même, s'épanouir. Voilà au fond le rappel aussi de l'amour et de l'Occident, n'est pas, et du couple. Dans cet épanouissement, c'est transposé et vu dans la structure sociale, le respect du réel et notamment des réalités régionales, le respect du petit, etc. Voilà les vertus du fédéralisme. La suite logique de cette pensée, car Denis de Rougemont était certes un grand penseur, mais aussi un homme d'action. La suite logique, c'est l'engagement européen. Son action au Congrès de Montreux, 1947, au Congrès de La Haye, 1948, et de Lausanne, 1949, est tout à fait déterminante. Il est au centre de ces congrès déjà. C'est lui qui rédige le rapport culturel du Congrès de La Haye, ainsi que la résolution finale et le message aux Européens. Il s'agit en fait d'un véritable manifeste européen, peut-être comparable au manifeste communiste, car c'est une synthèse des aspirations des élites d'après-guerre qui orientera pendant des années, et peut-être encore aujourd'hui, l'action des Européens. Ainsi, par exemple, dans cette synthèse, on trouve déjà la préfiguration du Conseil de l'Europe, de la Communauté européenne, du marché commun. On trouve la défense des droits de l'homme, la Cour des droits de l'homme, la demande concernant la circulation des personnes et des idées, c'est une originalité, on reconnaît là Denis de Rougemont. Bref, du Congrès de La Haye sortira aussi le Centre européen de la culture en 1949, dont Denis de Rougemont et Raymond Silva sont des initiateurs et directeurs et secrétaires généraux respectivement. Le centre, au fond, c'est déjà le noyau de l'action de Denis de Rougemont et de sa pensée qui va être diffusée plus largement, et il l'a défini comme suit. C'est un foyer d'initiative, un lieu de rencontre, un centre d'études. L'idée, au fond, c'est que le tout est fondé sur la culture européenne, car cette culture est le fondement premier de l'union dans la diversité. À ce pluralisme culturel correspond le fédéralisme. Étant donné, et je cite Denis de Rougemont, étant donné que la base de notre unité est une culture pluraliste, on ne peut concevoir et fonder cette culture qu'à partir d'une union fédérale. Et d'ajouter dans un autre texte, l'Europe égale cap de l'Asie multiplié par culture intensive. Et là, nous retrouvons la formule qu'il se plaisait à citer, celle d'Einstein. Le Centre européen de la culture va développer toute une série d'initiatives et d'actions. Je vais en citer quelques exemples. Tout d'abord, le Centre et Denis de Rougemont en premier lieu, car c'est lui qui avait principalement les idées dans ce centre. Les collaborateurs avaient, je crois, des tâches beaucoup plus modestes, essayant d'aider Denis de Rougemont à mettre en forme ou en œuvre certaines de ses idées. Denis de Rougemont est à l'origine du CERN. La réunion à Genève de 1950 des physiciens
directeur d'instituts nucléaires de 6 pays, est un projet du CEC qui sera repris par l'UNESCO et soumis à la négociation des gouvernements. Deuxième exemple, la constitution de l'Europe fédérale. C'est dans le courrier fédéraliste du Centre européen de la culture que l'on trouve le développement, un des premiers développements de ces idées sur l'Europe fédérale, et plus tard, on y trouvera également l'idée du Sénat des régions. Troisième exemple, éducation. Éducation civique et éducation en général. Car Denis de Rougemont pensait que les obstacles, certes, sont matériels, sont aussi les États-nations qui empêchent la fédération de se créer, de fonctionner, mais surtout, les obstacles se trouvent dans les mentalités des personnes, des gens. D'où une éducation européenne nécessaire. Éducation aussi bien au niveau de l'histoire, au niveau de la science, qui éliminerait au fond ces aspects nationalistes qui marquent notamment l'enseignement de l'histoire dans les différents pays. Un autre exemple, c'est la création d'associations autour du centre, notamment l'association des instituts d'études européennes, l'association des festivals de musique, etc. De même que la première réflexion écrite et approfondie sur l'université européenne avec un point d'interrogation. C'est un colloque en 1959 à Genève qui regroupe une vingtaine de personnes, qui analyse, qui permet d'analyser et au fond d'échanger des idées sur l'université européenne. Je dois dire, ayant assisté à ce colloque et ayant été en principe chargé de fonctions du secrétariat, j'étais simplement désespéré devant la richesse des idées et en même temps une certaine confusion qui régnait parmi les divers projets qui ont été proposés. Eh bien, Denis de Rougemont a en quelque sorte démêlé ce fratras d'idées et de projets et a rédigé pendant la nuit la résolution qui nous a surpris par sa clarté et l'originalité et que, inutile de dire, nous avions approuvée à l'unanimité. Cette résolution a largement influencé les fondateurs de l'Institut européen à Florence. Elle a au fond modifié la conception de base qui consistait à créer une université accordant des licences au profit d'un centre post-universitaire qui figurait précisément dans la résolution. Plus tard, Denis de Rougemont sera à l'origine de l'Institut européen, qui fonctionne encore aujourd'hui, l'Institut universitaire européen, réalisé avec Jacques Frémont dès 1963. L'originalité notamment de cet institut consistait dans la pluridisciplinarité dont parlait Denis de Rougemont, mais pluridisciplinarité qui était centrée sur un thème commun, le thème de l'Europe, du fédéralisme. Mais il faut bien le dire, très vite, l'Institut rentre dans les rangs. Il devient aujourd'hui un institut classique d'enseignement universitaire. Une autre dimension du Centre européen de la culture, ce sont évidemment les publications et la diffusion d'idées. Denis de Rougemont en était à la fois animateur et directeur. Ainsi, par exemple, dès 1959, le Centre publie L'Europe s'inscrit dans les faits, qui est diffusé en 80 000 exemplaires en 5 langues. Denis de Rougemont assume pratiquement toutes les tâches. C'est lui qui choisit les collaborateurs. C'est lui qui choisit les caractères d'imprimerie, qui fait des corrections, des preuves, et qui choisit la couverture. Bref, il aimait au fond être à la fois l'artisan et l'écrivain qu'il était. Un jour, à propos des publications, il m'avait confié un manuscrit. Après l'avoir lu, j'ai été obligé de constater que le manuscrit était illisible, non publiable. Eh bien, en une journée, Denis de Rougemont a pratiquement réécrit et mis en forme ce texte. J'ai assisté, au fond, à la plus grande leçon de modestie et de français. Dans ma conclusion, je voudrais me tourner vers l'avenir, car la pensée et l'action de Denis de Rougemont étaient essentiellement novatrices. Son esprit était jeune et toujours en éveil.
D'ailleurs, je dois vous avouer que je me sentais souvent vieux face à cet esprit aussi jeune et aussi original, ouvert sur l'avenir. Dans cette perspective, d'abord les régions. C'est un développement qu'a connu la pensée de Denis de Rougemont. Le fédéralisme du départ se développe pour comprendre les régions qui deviennent au fond les piliers de ce fédéralisme européen. C'est un nouvel étage dans sa conception fédéraliste. La région ne se délimite pas, elle se reconnaît. Donc les régions, pour Denis de Rougemont, sont d'abord naturelles ou sont fonctionnelles et par conséquent, on reconnaît leurs fonctions. Régions historiques, régions ethniques, régions écologiques ou régions universitaires. Une diversité et, comme vous voyez, des régions à dimension variable. Je n'utilise pas le terme de géométrie variable, car c'est tout le contraire de l'esprit et de l'approche de Denis de Rougemont que l'esprit géométrique. La région, au fond, pour lui, était un espace de participation civique. C'est là où les citoyens pouvaient prendre en main leurs affaires communes. Et il a eu une grande satisfaction. La création, il a assisté à la création des régions économiques dans la communauté européenne et également aux régions dans divers pays européens. En Italie, par exemple, les provinces, en Belgique également, et même en France, qui est en voie de régionalisation. Dans cette perspective, il a lancé l'idée d'un Sénat européen des régions aux côtés du Parlement européen. En effet, il a estimé qu'attribuer à chacun des 12 pays aujourd'hui, par exemple, de la communauté européenne, un nombre égal de sénateurs, c'eût été, au fond, déformer l'image de cette Europe et qu'il lui valut beaucoup mieux, au fond, procéder par région, élire les sénateurs au niveau des régions et correspondant donc bien mieux au spectre des réalités et des diversités européennes. D'autres projets encore qui l'occupaient beaucoup, l'écologie au plan européen notamment, l'éducation civique qu'il tenait à relancer et qui va être relancée prochainement par le Centre européen de la culture, et une conférence culturelle européenne. Il voulait une deuxième conférence culturelle européenne. Enfin, le dernier exemple de sa pensée, de son action, concerne l'informatique. C'est sa préoccupation. Comment maîtriser l'innovation technique et ses effets? Et je pense que ceci est dû aussi à son expérience qu'il a vécue à propos de l'énergie nucléaire, puisqu'il était à l'origine d'une recherche de la création du CERN et que d'autre part, ensuite, il a combattu, n'est pas le développement tel que nous le connaissons de l'énergie nucléaire. Donc c'est le problème de la maîtrise de l'innovation technique dans nos sociétés. Il pensait qu'il fallait surtout éviter que l'homme ne devienne l'esclave de l'informatique. Et par conséquent, il fallait évaluer les avantages et les risques. Quelques exemples. Il pensait, et il le répétait, l'informatique propose de penser pour nous. Il risque d'atrophier nos facultés de mémoire, de jugement, de création, tout en multipliant une espèce prospère de débiles mentaux efficaces. L'idée d'une commission de sages est née, au fond, de cette préoccupation. Il désirait que, à quelque niveau que ce soit, mais surtout au niveau européen, on créât une commission de sages qui aurait pour tâche d'examiner la relation entre les buts et les moyens techniques, les buts de l'homme, de la morale, de la société et les moyens techniques mis à disposition. La compatibilité avec la liberté de la personne, de ses moyens techniques. Éviter la pollution du milieu social ou naturel. Voilà quelle a été une de ses préoccupations les plus récentes. Éviter aussi la vulnérabilité de la société, car il estimait que la société trop informatisée devenait fragile, extrêmement fragile. Et également éviter l'effet de la vitesse. L'effet de la vitesse qui produit une surcharge en information, surtout dans les domaines où il est nécessaire d'avoir un temps de maturation,
domaine où la durée est vécue. L'informatique risque aussi de réduire le monde au quantitatif, au rationnel, de robotiser l'esprit. Ainsi, citait-il l'exemple de l'enseignement par ordinateur. On n'enseigne pas ce que l'on sait, mais ce que l'on est. Et il opposait au fond cette formule à l'enseignement par ordinateur, à l'enseignement par des moyens techniques. Car il pensait au fond que la personnalité de l'enseignant jouait probablement un rôle beaucoup plus important que l'enseignement lui-même ou la transmission des connaissances. Mais il y avait également, pour lui comme pour nous, des avantages de l'ordinateur, notamment pour les ensembles complexes. Et c'est ainsi qu'il avait associé l'ordinateur à la région pour penser précisément à la complexité du fédéralisme. C'est un des projets, donc la création de cette commission des sages de Denis de Rougemont qu'il faudrait probablement chercher à réaliser dans l'avenir. J'espère que ce bref témoignage vous aura au moins suggéré la dimension de la pensée et de l'action de Denis de Rougemont, père de l'Europe culturelle, auquel Jean Monnet a rendu hommage en disant « Si c'était à recommencer, je recommencerais par la culture ». Quelques instants musicaux pour passer au film. Merci.
Je dois ajouter que Yantras Petrov se produisait pour une première fois devant un public. Et il a vraiment du mérite. Merci.